Eh, ça t'est déjà arrivé de mentir à ton diabétologue? Moi, jamais. Je suis incapable de mentir. Faut qu'on discute. C'est incroyable le nombre de diabétiques qui vont voir leur médecin pour ne pas dire ce qui ne va pas. Alors, est-ce que vous avez fait l'analyse de sang que j'ai demandé la dernière fois? Bien sûr, docteur. Et l'analyse d'urine aussi? Aussi, parce que j'ai pas reçu les résultats. Assez bizarre. Bon, vos glycémies, elles sont comment en ce moment? Impeccable, je suis à 98% dans ma plage cible. Ah, super. Et alors, quand vous faites une hypo, vous faites quoi en général? Du sucre. C'est ce qui marche le mieux, on sait. Ou alors du jus de fruits. Oui, quelle quantité? Un verre, ça suffit en général. Très bien. Votre dernier rendez-vous chez l'ophtalmo, c'était quand? La semaine dernière. J'ai pas reçu le résultat non plus. Décidément, c'est très bizarre. Est-ce que vous avez pris du poids depuis votre dernier rendez-vous? À peine, un petit kilo, pas plus. C'est bien. Et vous faites du sport? Bien sûr, 2 fois par semaine. C'est très bien. Une dernière question, est-ce que vous fumez? Jamais. Ça coûte trop cher. C'est pas faux. Tu te seras peut-être reconnu à un moment ou un autre de cette conversation si tu es diabétique. Ou pas d'ailleurs, il semble que mentir à son médecin soit quelque chose de courant. Everybody lies. Everybody lies. Everybody lies. La question du coup c'est pourquoi est-ce qu'on ment à son diabéto? Oui, on nous ment, c'est insupportable! Mais pourquoi? Pour répondre à cette question pas facile, on va l'aborder sous 3 angles. Les préjugés populaires, les peurs, et enfin le statut du médecin et les images qu'on lui colle souvent, et souvent inconsciemment, sur le dos. Oh, mais c'est pas bientôt fini! Non, ce n'est pas bientôt fini. Et puis je te garde un 4e angle surprise pour la fin de cette vidéo, le genre de réalité dont tu n'as probablement jamais entendu parler. Et puis on va te proposer quelques pistes pour essayer de s'en sortir, parce que tu t'en doutes certainement, mentir à ton toubib, ça l'aide pas à t'aider. On voit ça aussi à la fin de la vidéo. L'idée aussi absurde que popularisée que si t'es diabétique tu en es responsable est encore très présente et de fait très liée à une balourdise des plus préjudiciables. Quand les uns un peu cons pensent que le diabète survient par un mauvais régime alimentaire, d'autres sont convaincus, ils sont tout aussi bêtes, que se reprendre en main ferait très bien l'affaire. C'est complètement faux, tu l'auras deviné, mais ainsi se cultive encore une autre erreur, celle qu'un diabétique est quelqu'un de léger, sans volonté ni force, négligent à faire peur. C'est pour cette raison qu'il serait merveilleux que des non-diabétiques voient cette vidéo. Donc à toi qui es là et qui comprend l'enjeu, partage-le largement sur les réseaux sociaux. Et surtout au-delà de notre petit cercle élitiste de diabétiques qui cause en alexandrin. À ce sujet, si on pouvait lever le pied. Ok. Mine de rien, l'enjeu est plus grand qu'il en a l'air, car c'est ce fameux préjugé qui fait résonner à nos oreilles à nous diabétiques une petite musique très culpabilisante. Selon laquelle c'est de notre faute si on a de mauvaises statistiques glycémiques, si on fait des hypos et des hyper, ou si on n'arrive pas à atteindre les objectifs fixés avec le diabétologue. Alors je mens. Je mens sur mes échecs, j'enjolive la réalité, ou j'oublie certains détails, afin de ne pas paraître, au moins aux yeux du toubib, faible, négligent, coupable. Aux yeux de mon diabétologue, et même dans une certaine mesure, à mes propres yeux à moi, afin de me sentir moins coupable. En effet, quand on ment à quelqu'un, est-ce qu'on ne se ment pas aussi un peu à soi-même? Et si tout ceci est vrai pour les diabétiques de type 1, ça l'est encore plus pour ceux qui ont un diabète de type 2, facilement et très abusivement considéré comme celui des excès. Ainsi, la culpabilité et la honte étant très liées, l'idée que l'on est diabétique parce que l'on est coupable d'avoir mal agi fait du diabète une maladie honteuse. Et il y a peu de choses qui soient aussi efficaces que la honte pour pousser quelqu'un à mentir. Mais la honte et la culpabilité ne sont pas les seules émotions négatives en jeu. La peur a, elle aussi, une partition à jouer dans ce concert infernal. Une bien longue partition, à vrai dire. La première peur qui peut pousser à mentir n'est pas la plus attendue, ni la plus fréquente, mais elle est bien réelle. C'est la peur de décevoir son médecin favori. En effet, lorsqu'on fréquente pendant longtemps le ou la même spécialiste, une relation particulière peut se tisser. Une relation pas forcément malsaine, mais au sein de laquelle peut s'installer une sorte d'envie de faire plaisir, un mélange de désir de bien faire et de besoin de reconnaissance. C'est de là que peut surgir la peur de décevoir. Alors je mens, pour satisfaire mon médecin, et je dévoie ainsi la relation en inversant les places. Car le véritable enjeu, évidemment, c'est la satisfaction du patient, et non celle du diabéto. Cette deuxième peur est proche de la première, mais elle est plus courante et avec son expert ne nécessite point de lien particulier. Mais entre vous et moi, qui aime être jugé? Personne, et surtout pas sur des questions intimes comme tout ce qui touche au corps, à la santé. Personne n'apprécie qu'un trouble fait affirme que son comportement pour soi-même est mauvais. Ou encore que parler tout en alexandrin, ça fait un peu too much, des fois on comprend rien. On lève encore le pied du coup? Cette peur s'enracine clairement dans les préjugés populaires que j'évoquais tout à l'heure. On se juge soi-même faible ou négligent parce qu'on sait qu'on n'a pas fait exactement tout ce qu'on aurait dû. Et on redoute que son diabéto s'en rende compte et le confirme.
Cette peur s'enracine aussi dans le statut du médecin érigé en juge dans l'imaginaire collectif. On en parlera après. Et parfois cette peur s'enracine dans le comportement du médecin qui s'érige lui-même en juge et sermonne son patient dans l'espoir de le ramener sur le droit chemin d'une glycémie à 1,00 tous les matins au réveil. Alors je mens, pour échapper au jugement ou pour rendre ce dernier positif. Que c'est agréable d'entendre des bravos et des c'est très bien et des continuez comme ça de la part du maître. Lorsque ton diabéto te propose un nouveau traitement ou un nouveau protocole, tu peux ne pas comprendre tout ce qu'il t'explique du premier coup, pour peu que tu sois en hyper pendant la consultation. Mais c'est pas facile pour tout le monde d'avouer qu'on n'a pas tout pigé. Surtout quand l'explication se termine par « Vous voyez, c'est pas compliqué ». Alors je réponds oui, et je mens, juste pour éviter de passer pour le blaireau de service. Cette peur-là suit les précédentes comme un wagon derrière une locomotive. C'est la peur que le jugement qui vient de tomber devienne définitif et qu'il faille consentir à une montagne d'efforts pour retrouver l'estime de son diabéto au prochain rendez-vous. On reste encore assez éloigné de l'objectif de satisfaction du patient. Et parfois cette peur se double d'une autre, celle d'être comparé à un autre patient aux statistiques plus reluisantes. Alors je mens pour rester compétitif. Je mens pour ne pas porter le masque du patient nul qui mérite à peine que son toubib s'occupe de lui. On redoute parfois des choses plus simples, comme juste s'entendre dire qu'il y a des détails qui ne vont pas, même si elles sont annoncées avec bienveillance. On préfère souvent rester dans l'illusion que tout va bien, ne serait-ce que pour éviter le surplus d'efforts et de charge mentale qui accompagnerait inévitablement la mise en lumière d'un problème à régler. Alors je mens, pour simplement masquer les problèmes. Pour échapper à une séance de chirurgie ophtalmologique, par exemple. Certains patients sont très mal à l'aise quand il s'agit de toucher à leurs yeux. Oui, là, présent! Il paraît que le déni est une étape par laquelle beaucoup de diabétiques passent après avoir été diagnostiqués. N'est-ce pas parce que la réalité est effrayante qu'on refuse de l'admettre? Le truc c'est que quand on se retrouve face au médecin, on se retrouve face à cette réalité qu'on ne peut plus éviter. Ne serait-ce que parce qu'on ne serait pas là si on n'était pas diabétique. Alors je mens, parce que je veux tenter quand même d'éviter cette réalité. Tenter de la contraindre. Donner raison à mon déni en quelque sorte. Ou bien parce que je m'en fous de ce toubib et de ces questions à la con qui ne me concernent pas puisque je vous dis que je ne suis pas diabétique. Oui, là encore, la frontière est subtile entre mentir à l'autre et se mentir à soi-même. Basiquement, un diabéto peut proposer deux changements, changer de traitement ou changer de mode de vie. Le premier peut être perçu comme une punition, surtout s'il s'agit de compenser un comportement pas idéal. Genre t'es trop souvent en hyper parce que tes repas sont trop riches en sucre, alors le toubib augmente tes doses d'insuline. Évidemment, c'est une adaptation, pas une punition. Mais si c'est ainsi qu'on perçoit ce genre de changement, qui a envie d'être puni? Casse-toi là! Casse-toi! Le second changement, de mode de vie donc, fait peur lorsqu'il est perçu comme trop intrusif. Si on y voit une sorte de perte de liberté, la peur est bien compréhensible. Un peu de sport, ça vous ferait du bien. Alors je vous propose 30 minutes de footing le mardi et le jeudi soir, et 2 heures de vélo le dimanche. On part là-dessus? Ça va vous changer la vie. Carrément. Alors je mens, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas besoin de changement. Basiquement en décrivant mon mode de vie de façon avantageuse, par exemple. Certains patients mentent parfois jusqu'à ce qu'ils aient découvert par eux-mêmes les possibilités et l'intérêt du changement, ce qui leur permet de le percevoir de façon plus positive. Comme celui qui n'accepte le freestyle qu'après en avoir vu une pub à la télé. Ou celui qui n'est d'accord pour porter une pompe que parce qu'on lui en a parlé dans un groupe Facebook. Ça peut marcher. Intéressons-nous maintenant à ces images qui collent fort au doigt des diabétologues et qui cultivent tout aussi fortement les peurs dont on vient de parler. Je m'essaye ici un peu de psychologie en m'appuyant sur la réflexion de Lynn Dumas-Delage, une psychologue clinicienne, diabétique elle-même, et qui s'est donc spécialisée sur le diabète. Tu trouveras un lien vers son site dans la description. L'idée ici, c'est que le ou la diabétologue peut renvoyer une image paternelle ou maternelle. En effet, face au médecin, le patient se trouve face à quelqu'un qui est là pour l'aider et qui fait autorité. Le médecin, c'est la personne qui sait ce qu'il faut faire et qui sait être raisonnable quand tu n'arrives pas à l'être toi-même. C'est aussi la personne qui peut être là pour rassurer quand le stress et l'inquiétude prennent trop de place. Tout ça peut le renvoyer dans les yeux du patient à la figure du parent. Le parent que l'enfant ne veut pas décevoir, ce qui démultiplie l'effet de peur par affection que j'évoquais au début. Alors je mens, pour dissimuler les détails un peu gênants ou pour rendre la réalité plus satisfaisante. Un peu comme font les enfants. Pour lire sur le visage du médecin cette fierté que l'enfant cherche dans le regard de son parent. Parfois je lis ou j'entends des diabétiques qui disent « Mon diabéto est très content de moi ».
Il semblerait bien pour la plupart d'entre nous qu'on ait besoin, ou au moins que ça fasse du bien, de recevoir des félicitations de la part de celui ou celle qui recueille nos performances. J'espère vraiment que ça n'existe plus, ces diabétologues qui embrassent exagérément cette posture de parent, et qui grondent le patient comme un gosse lorsque son carnet de notes n'est pas très reluisant. Mais même lorsque le médecin ne se place pas dans une posture aussi caricaturale, le patient, lui, peut continuer à le percevoir comme un parent à contenter. Et puis dans l'imagerie populaire, le médecin c'est celui qui sait, qui voit ce que tu ne vois pas, qui comprend même ce que tu n'arrives pas à décrire. C'est cette espèce de sorcier qui potentiellement en sait plus sur ton corps que toi-même. C'est celui aussi qui manie sans problème ce vocabulaire compliqué dont je me moquais dans mes premières vidéos. Vocabulaire presque ésotérique. On attribue ainsi au médecin une forme de pouvoir que l'imagination de certains artistes transforme volontiers en pouvoir magique ou pseudo-scientifique, à travers de nombreux personnages dont certains sont particulièrement célèbres, comme le Dr Jekyll de Stevenson ou le Dr Strange de Marvel. Même chez les Schtroumpfs, le médecin du village, c'est pas un Schtroumpf ordinaire, c'est le grand Schtroumpf. D'ailleurs, beaucoup de personnages de la pop culture portent le titre de docteur, alors qu'ils sont pas médecins en fait. Ce sont juste des scientifiques qualifiés, mais on retrouve chez eux cette idée que celui ou celle qu'on appelle docteur, c'est quelqu'un de savant, de brillant, face à qui on n'a spontanément pas envie de porter le masque du perdant, et donc d'avouer qu'on a échoué parfois. D'ailleurs, l'échec chez ce genre de personnage est souvent présenté comme ridicule ou inadmissible. Il y a une sorte d'incompatibilité symbolique entre le docteur et l'erreur. C'est un symbole qu'on cultive en oubliant que le médecin en commet évidemment lui aussi des erreurs. Mais en considérant qu'il ou elle ne peut pas en commettre, on lui attribue un pouvoir disproportionné, face auquel on peut ressentir le besoin, voire l'injonction, de se montrer à la hauteur. Comme si on n'avait pas le droit d'échouer face à quelqu'un d'aussi important. En plus, un spécialiste. Alors je mens pour ne pas prendre le rôle du mauvais patient, du mauvais élève, du mauvais disciple, négligent, faible, coupable. Le diabétologue, c'est aussi celui qui reçoit le résultat de tes examens, en particulier ton fameux HbA1c. Il détient en quelque sorte les preuves de tes efforts et de tes négligences, preuves avec lesquelles il est difficile de tricher. Cette réalité peut pousser à tricher sur ce qui n'apparaît pas dans ces rapports, comme pour essayer de reprendre une part de ce pouvoir trop grand dont dispose le médecin. Il sait des choses sur moi, mais je veux pas qu'il sache tout, alors je me préserve certaines informations, en les cachant ou les déformant pour garder une part de pouvoir sur moi-même. Une façon de dire, c'est bon, là je sais ce que j'ai à faire, pas besoin d'en parler. Ou alors il sait des choses sur moi qui ne viennent pas de moi, mais je veux avoir des choses à lui dire, pour rester acteur de la discussion, pour désamorcer le caractère irréfutable de ses preuves et de son omniscience, oubliant encore une fois que cette omniscience est en fait supposée et pas du tout réelle. Alors je mens, comme pour me rassurer face à l'autorité fictive de quelqu'un à qui je m'adresse comme si je devais lui rendre des comptes. Je te l'avais promise, la voici, la voilà, l'autre raison pas tellement attendue pour laquelle on peut mentir à son médecin. C'est une raison qui n'est plutôt commune qu'à certaines cultures qu'on rencontre en Afrique, en Amérique du Sud ou en Asie. Le truc, c'est que le médecin, c'est pas forcément lui qu'on consulte en premier quand on a un souci de santé. De nombreuses personnes, en effet, vont d'abord voir le marabout, le pasteur, le guérisseur, ou encore le nganga, le chaman, le sangoma. C'est-à-dire quelqu'un qui va leur proposer une solution mystique, plutôt que médicale. Vu de l'extérieur, ça peut paraître un peu ridicule. Mais ça l'est pas du tout. Ils vont consulter de telles personnes parce qu'ils ont plus confiance en elles et en leur pratique, qu'en une médecine moderne qu'ils peuvent trouver trop étrangère, trop rationnelle, trop froide. Mais quand ce genre de solution ne fonctionne pas et qu'il faut se résoudre à consulter un docteur, comment lui expliquer par où on est passé avant? Comment lui dire qu'on a en lui qu'une confiance très relative et qu'on compte plus facilement sur le tradit praticien? Comment parler de ces choses qui sont tellement en décalage avec la médecine qu'elles peuvent paraître ridicules aux yeux du médecin? Comment parler de ces choses qui ont en plus souvent vocation à rester secrètes? Alors je mens, en faisant tout simplement comme si de rien n'était. Même si tu ne te sens pas forcément concerné par tout ça, cette réalité présente l'avantage de nous rappeler à tous que la confiance entre un patient et un médecin ne va pas de soi. Elle requiert toujours en effet un effort de la part du médecin et aussi de la part du patient. C'est une sorte de pièce de théâtre qui se joue entre le médecin et le patient. Une pièce où l'un et l'autre sont à la fois acteurs et spectateurs. Lorsque le public applaudit, c'est que l'acteur a été bon, que son personnage a été convaincant, authentique, vrai. Mais ce n'est pas un personnage que le médecin doit soigner. Pour me soigner, il a évidemment besoin de se rapprocher le plus possible de la réalité de mon état de santé. L'hémoglobine glyquée et les autres examens ne sont pas des preuves en fait.
Ce ne sont que des indices. Ton diabéto a besoin d'en savoir plus. Mais alors comment on se sort du mensonge quand il est installé dans une relation médicale? Une bonne idée consiste à choisir son style de gestion du diabète et à l'assumer. De bonnes statistiques glycémiques avec une charge mentale élevée ou une charge mentale moins élevée avec des statistiques moins bonnes. Et pourquoi pas une charge mentale basse avec de bonnes statistiques? Évidemment, ce serait idéal, mais je vois pas bien comment tu peux être constamment performant au quotidien sans te soucier un minimum, voire un maximum de tout ce qui concerne ton diabète. Le diabète est inévitablement lié à une certaine charge mentale. Plus tu veux le contrôler, plus elle augmente. Le plus important, c'est que ce soit toi qui choisisses ton style, pas ton diabéto. Conseiller, ce n'est pas décider. Ainsi, tu peux l'assumer et demander à ton diabéto, explicitement s'il le faut, de respecter ton choix. Et du coup, tu as beaucoup moins besoin de mentir, car ton diabéto ne porte plus le masque du parent, du chef autoritaire ou du juge. Il devient un coach. Si tu recherches les meilleures statistiques possibles, ton choix crée un objectif. Ton objectif. Tes mauvais résultats ne sont plus des échecs, mais des étapes à franchir pour avancer. Ça devient beaucoup plus facile d'en parler parce qu'il s'agit de recueillir des conseils d'experts, plus d'être jugé sur tes accomplissements. Et si tu cherches plutôt à diminuer ta charge mentale, tes hypos et tes hyper sont la conséquence de ton choix, que tu assumes. Plus de raison d'en avoir honte, et donc de chercher à les cacher. Pour arriver à moins mentir, il y a peut-être aussi une part de travail sur soi à envisager. Mieux accepter d'être diabétique, avec tout ce que ça implique, ça permet d'en parler plus librement. Pour ça, c'est peut-être une bonne idée de se faire aider, par exemple par un ou une psychologue spécialisée, comme Lynn Dumas de l'Age. Une autre solution encore, c'est peut-être de surveiller le contenu que tu consommes sur les réseaux sociaux. Certains blogs, certaines vidéos nourrissent clairement l'angoisse et la honte vis-à-vis du diabète. Donc avant de changer d'insuline ou de régime alimentaire, faut peut-être changer de régime médiatique. Enfin, la solution radicale, quand elle est nécessaire et possible, c'est de changer de diabétologue. La confiance est aussi puissante contre le mensonge que le mensonge est néfaste contre la confiance. Quand cette dernière est trop abîmée, repartir à zéro, des fois, c'est la meilleure solution. Quant à vous, chers amis diabétologues, je pense que vous devinez que vous avez aussi votre partition à jouer. C'est un sacré challenge que de déconstruire ces stéréotypes qui vous collent à la peau. Mais ceux parmi vous que je connais se débrouillent plutôt bien, je trouve. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et si tu as des idées pour lutter contre cette tentation de mentir à son médecin, c'est le moment de les partager en commentaire. Ça m'intéresse beaucoup. À très bientôt!